Nous allons effectuer la correction d'exercices basés exclusivement sur le BUSCAN. Ces exercices sont inspirés d'un document rédigé par un universitaire, Pierre-Louis Quérel, et sont illustrés par un livre intitulé Réseau de communication pour système embarqué. Donc le premier exercice porte sur le bit stuffing, qui consiste à rajouter, lorsque 5 bits successifs ont le même niveau logique, à intercaler un bit supplémentaire de façon à rompre la continuité de cette trame. Si ce n'était pas le cas, on risquerait de désynchroniser émetteur et récepteur lors de la création d'une trame et la transmission d'une trame sur un BUSCAN. Donc là on va retrouver le principe, c'est-à-dire que dès l'instant où on a 5 bits successifs au même niveau logique, en l'occurrence c'est un niveau haut, dans ce cas-là on intercale un bit supplémentaire qui lui va être à l'état bas, mais même chose si ce sont 5 bits à l'état bas, dans ce cas-là c'est un bit à l'état haut qui va apparaître. Et ce même bit peut, associé au bit qui était prévu dans la trame d'origine, être à l'origine en fait de la succession d'un nouveau bit de bourrage tel que celui-ci. Donc cette technique va rallonger la trame avec des bits surnuméraires, mais elle va préserver le système d'une éventuelle désynchronisation. L'exercice 2 porte sur le calcul des longueurs maximales et minimales de trame pour des formats standards et étendus. Donc dans le cas du format standard, on peut s'appuyer sur les documents extraits du livre cité précédemment, qui vont nous décomposer chacun des champs en indiquant combien de bits le constituent. Alors on le retrouve dans cette partie-là, mais on va également le retrouver dans cette partie-là. Tous les champs sont décomposés en indiquant de combien de bits ils sont constitués. Par exemple, le bit de start of frame, 1 bit, 11 bits pour l'identificateur puisque nous sommes dans le format standard, et ainsi de suite. Et pour ce qui est de la partie donnée, on peut avoir de 0 octet jusqu'à 8 octets, c'est-à-dire 64 bits. Donc si on fait le calcul, on obtient au minimum, en additionnant tous ces bits avec une donnée qui vaut 0, on obtient 44 bits, et la valeur maximale atteint 108 bits. Même principe dans le cas du format étendu, on va retrouver cette zone-là qui est rajoutée par rapport au format standard. Étant donné que l'identificateur ne va plus faire 11 bits comme c'est le cas pour le format standard, mais 11 bits plus 18, c'est-à-dire 29 bits dans le cas du format étendu. Donc cela nous amène à avoir des résultats suivants: 64 bits au minimum et 128 bits au maximum. Exercice 3 détermine le nombre de capteurs ou d'actionneurs, tout ou rien, différents qu'un nœud peut gérer dans une seule trame de données. Donc comme c'est la valeur maximale qui nous intéresse, et que l'on peut avoir au maximum 64 bits de données, ça va nous donner 64, soit capteurs, soit actionneurs, ou bien ça peut être panaché. Calculer le rendement du protocole CAN lorsqu'il émet une trame de données complète. Donc on va faire le calcul dans le cas d'une trame standard et dans le cas d'une trame étendue. Donc on reprend les valeurs trouvées tout à l'heure, et donc la partie utile c'est les 64 bits au maximum, et dans le cas du format standard, le format maximal étant de 108 bits, ça donne un rendement de 59,2%, et dans le cas du format étendu, on obtient uniquement 50%. C'est-à-dire que les données transmises ne constituent que la moitié du total des bits qui sont transmis. Ensuite, avec des trames de 60 bits en moyenne, déterminer le nombre maximum de trames pouvant circuler sur le bus en 1 seconde, et ce pour un débit maximum de 1 mégabit par seconde. Alors si on a 1 mégabit par seconde et qu'on a en moyenne 60 bits, donc on divise 10 puissance 6 par 60 et on obtient le nombre de trames pour 1 seconde, c'est-à-dire 16 666. Ensuite, déterminer en théorie le nombre de messages qu'il est possible de définir pour une trame standard. Donc si on est avec une trame standard, on a un identificateur qui fait 11 bits.
Donc, comme il s'agit du binaire, 2 puissance 11, ça donne 2048 messages différents. Donc, en théorie, c'est ce que l'on doit pouvoir obtenir. L'exercice suivant colle à ce qui a été dit juste après, mais en ajoutant une précision, c'est qu'en réalité, la norme indique que les bits qui sont numérotés de... Alors, les bits de l'identificateur, qui sont numérotés de ID10 à ID1, à ID0 chronologiquement, sur ces bits, les 7 premiers, donc les 7 plus significatifs, qui vont de ID10 à ID4, ne doivent pas être tous simultanément récessifs. Donc récessifs, c'est-à-dire à l'état haut. Ce qui réduit le nombre de combinaisons possibles. Déterminer le nombre de messages qu'il est réellement possible de définir pour une trame standard. Donc on voit qu'effectivement sur le document que j'ai retrouvé là dans le livre, on nous précise bien jamais tous récessifs simultanément. Et il s'agit des bits ID10 jusqu'à ID4. Alors combien existe-t-il de combinaisons pour lesquelles les 7 bits de poids fort sont récessifs? Eh bien, il suffit d'inscrire les 11 bits concernés en mettant les 7 bits qui se trouvent de poids fort à 1. Il en reste 4 qui peuvent prendre toutes les valeurs possibles, qui se résument à 0 ou 1 pour chacun. Donc on a 2 puissance 4 combinaisons possibles, ce qui fait 16. Et si on soustrait 16 à 2048, ça donne 2032. Donc réellement, on peut avoir 2032 identificateurs différents, c'est-à-dire 2032 commandes ou ordres pour piloter les organes du système qui contient le buscan, pour avoir 2032 commandes différentes. Ensuite, l'arbitrage. Alors l'arbitrage, ça consiste, lorsqu'on a plusieurs, en l'occurrence c'est les stations, lorsqu'on a plusieurs stations qui peuvent souhaiter communiquer simultanément, dans ce cas-là, il va falloir les départager. Donc c'est l'identificateur qui va jouer ce rôle, dans la mesure où, par principe, c'est celui qui a la valeur la plus faible qui va remporter l'accessibilité au bus. Alors j'ai pris pour illustrer ce fonctionnement un composant, un transceiver, donc un circuit d'entrée-sortie pour buscan, qui va se trouver entre un microcontrôleur par exemple qui se trouverait ici, qui communiquerait en RX et TX, et le buscan. Donc c'est lui qui fait l'adaptation entre la logique de contrôle et le bus CAN lui-même. Donc ce qu'on remarque, c'est que le pilotage du buscan se fait par des transistors ici. Donc là, les résistances de pull-up du bus ne sont pas indiquées, mais elles se trouvent sur les signaux CAN H et CAN L. Mais on constate également que ces mêmes signaux, on les retrouve ici sur un receiver, et donc ils réapparaissent sur le signal RX. C'est-à-dire qu'en même temps que le circuit va mettre des niveaux logiques sur le bus, dans ce cas-là, simultanément, il a un retour de ce qui apparaît sur le bus. Et donc ici, vous avez un petit document qui vous permet de comprendre comment va réagir le système. Si jamais vous avez le transfert durant l'arbitrage, donc si TX envoie un niveau bas et qu'il lit un niveau bas, tout se passe très bien. C'est cohérent, la commande est cohérente avec ce que l'on reçoit. Et là, donc, il y a de fortes chances que ce soit le circuit qui pilote le buscan. Si jamais il envoie un niveau haut et qu'il reçoit un niveau haut, là, c'est cohérent aussi. On ne sait pas si c'est lui qui transfère, mais en tout cas, il n'y a pas d'erreur. Ensuite, si jamais il transmet un niveau haut et qu'il lit simultanément un niveau bas, ça veut dire qu'il y a un autre circuit qui est en concurrence avec lui et qu'il est prioritaire. Ce second circuit est prioritaire sur celui qu'on est en train d'analyser. Et enfin, si jamais notre circuit envoie un niveau bas et qu'il lit en retour un niveau haut, alors là c'est qu'il y a un problème, puisque les niveaux bas étant dominants, ils vont permettre de forcer un niveau logique sur le bus, et il n'est pas du tout normal que l'on ait un niveau haut en retour. Donc là, erreur de bit, et il
il y aura certainement une trame d'erreur qui sera envoyée. Donc si on reprend notre exercice, nous avons donc 3 stations en concurrence. C'est le niveau bas qui l'emporte à chaque fois. Donc ici par exemple, elles sont toutes à égalité. Donc pour l'instant, on continue. Ici niveau, même chose. À partir d'ici, on a 2 niveaux bas. Donc la station 1 est mise hors circuit, c'est-à-dire qu'elle va s'aligner. Elle ne va plus transmettre, elle va s'aligner sur ce qui se passe, sur ce qui est envoyé par les 2 autres stations. Donc il nous reste les stations 2 et 3. Elles sont toujours identiques jusqu'à cet instant. Puis la station 2 envoie un niveau bas alors que la station 3 n'en envoie pas. Donc en fait c'est la station 2 qui va l'emporter. Alors on retrouve ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire que c'est la station 2 qui normalement doit avoir l'identificateur le plus faible. Alors s'il faut classer maintenant, c'est-à-dire donner une fonctionnalité à chacune des stations, les 3 fonctionnalités qui sont proposées, c'est un capteur température, un capteur d'anti-patinage, donc c'est plutôt un système qui est en service quand on démarre un véhicule, et un ABS, donc qui lui est un système qui est en service quand on freine, on veut arrêter, et peut-être si on veut arrêter le véhicule en urgence. Donc évidemment, la station qui a le plus d'importance, c'est celle qui permet de freiner, donc c'est pour ça qu'on va lui attribuer l'identificateur qui correspond à la station 2. Ensuite, l'événement le plus important qui vient juste derrière, bon, ça va être l'antidérapage, l'anti-patinage. Et puis pour finir, ce qui est quand même le moins important, globalement, c'est le capteur de température. Alors justement, on va compléter dans le cadre d'un chronogramme où il y a 2 nœuds qui sont en concurrence, donc 2 circuits qui souhaitent communiquer sur le bus CAN. Donc on a le début qui est identique, c'est logique, hein, start of frame, niveau haut, niveau bas, niveau, jusqu'à présent ils sont à égalité, et puis celui-ci envoie un niveau bas alors que l'autre est à l'état haut, donc c'est le nœud numéro 2 qui va emporter qui va gagner le bus. Et donc c'est sa trame à lui, son identificateur, que l'on va retrouver, suivi évidemment de tout ce qui suit le concernant, en particulier les données s'il y en a. Alors, champ de contrôle ou de commande. Il est composé de 6 bits, dont 2 réservés pour des évolutions futures, donc c'est les 2 bits que nous avons ici. Les 4 derniers bits permettent de déterminer le nombre d'octets de données contenues dans le champ de données, sachant que ça ne doit pas dépasser 8. On a vu que les données allaient de 0 jusqu'à 8. Alors, on peut en profiter pour préciser qu'il faut 4 bits, parce que comme le nombre de données qui doit être spécifié ici va de 0 jusqu'à 8, 0 jusqu'à 8 inclus, ça veut dire qu'on a 9 combinaisons possibles. Donc on est obligé de recourir à 4 bits. S'il n'y avait eu que 8 combinaisons, 3 bits auraient suffi, mais là en l'occurrence c'est 9, ça va de 0 compris jusqu'à 8 compris. Donc 4 bits pour cette partie-là. Donc on nous demande de compléter une trame jusqu'au champ CRC exclu, dans le cas où un nœud émet alors la donnée qui est un caractère, le caractère B. Alors on trouve ici dans la table des codes ASCII l'équivalent du caractère B, il est ici, donc effectivement en hexadécimal c'est bien 4,2, suivi de 6, et là il ne s'agit pas du caractère 6, mais il s'agit de la valeur 6. Autre, donc on a le début de l'identificateur qui est indiqué ici, donc ça n'est pas à compléter. Par contre, dans la trame, juste après le champ d'arbitrage, qui est l'identificateur qu'on a ici, on a un bit R, le bit de RTR. Donc ce bit, il est récessif dans le cas d'une trame de requête, et il est dominant dans le cas d'une trame de données. Donc nous, comme on souhaite transmettre 2 valeurs ici, 2 données, il va être dominant, ce qui veut dire que ce premier bit ici va être à l'état bas. Ensuite, les 2 bits qui se trouvent ici sont réservés, donc on va les laisser à l'état bas aussi. Les 4 suivants, donc qui se trouvent là, ces 4 bits concernent le nombre d'octets ou de bytes qui sont inclus dans le champ de données. Donc comme il y en a 2, on retrouve en binaire 0, 1, 2 plutôt, donc c'est uniquement ce bit là qui est à l'état haut. Puis on va retrouver
en binaire l'équivalent de 4, 2. Donc si on part de la droite, 1, 2, donc c'est pour le quartet de poids faible. Puis on part d'ici, 1, 2, 4. Et on a bien le 4 du quartet de poids fort. Puis c'est la valeur 6 que l'on souhaite transmettre, donc on met l'équivalent binaire du 6, 2 plus 4. Que se passe-t-il si deux nœuds émettent chacun une trame possédant le même identificateur, mais une des deux trames est une trame de données et l'autre est une trame de requête? Donc on a déjà eu un élément de réponse juste avant. Conclure sur la priorité. Donc l'élément de réponse, je le remets ici. Donc quand il s'agit d'une trame de requête, on a un état haut, c'est un bit récessif pour le bit RTR, tandis que c'est une trame de données, c'est un bit dominant. Donc en fait, c'est la trame de données qui va être prioritaire. Donc si on met en concurrence une requête qui ne contient pas de données et une trame de données, qu'elle contienne un octet jusqu'à 8, peu importe, c'est la trame de données qui va remporter la transmission. Sur le document joint figure un exemple de calcul du champ CRC. Analyser et comprendre la méthode utilisée pour obtenir le résultat. La division telle qu'elle est effectuée, sans tenir compte des retenues, est équivalente à quel opérateur logique de base, et puis donner le résultat en hexadécimal sur 15 bits. Alors, donc, le document, c'est celui-ci. Donc, on a une illustration. Alors, ça, c'est pas du questionnaire d'origine, hein, c'est extrait, c'est une question que j'ai créée à partir du livre, hein, du livre d'Uno. Donc on a un exemple de transmission de trame. Donc vous avez l'identificateur ici, vous avez le bit RTR, donc s'il est à 0, ça veut dire qu'on va avoir des octets de données, au moins 1. Ici, on voit qu'effectivement, c'est un seul octet de données qui est transmis. La donnée, elle est ici, elle vaut 5B. Et on a le champ CRC qu'il va falloir calculer, sachant que apparemment, d'après le document, hein, d'après le livre, le résultat du CRC, ça va être 5ABF. Donc on a en dessous, on a la trame si on rajoute les bits de bourrage. Alors, donc cette trame, elle est réalisée de la façon suivante. On va retrouver l'identificateur, donc il y a pour valeur 3. Le contrôle et le nombre d'octets, on retrouve ici le fait qu'il n'y ait qu'un octet. La donnée, c'est celle qu'on a vue juste avant, donc si on la remet, c'est 5B. Donc on retrouve bien le 5 ici et le B ici. Et maintenant le but, ça va être de calculer, de voir comment est calculé le CRC. Donc le CRC, c'est un code qui permet de faire un calcul assez compliqué, hein, à partir de ce qui précède ici, de tout ce morceau de trame, de façon à ce que ce code soit transmis en même temps que les données. Et à la réception, le récepteur fait le même calcul, c'est-à-dire qu'il va recevoir cette trame-là, il va effectuer exactement le même calcul pour trouver un mot de 15 bits, et il va comparer ce qu'il a reçu. Donc parce que ça va être, enfin, ce qui va se trouver ici dans ce qu'on va générer là, ça va être transmis. Donc il va comparer ce qui lui est transmis avec ce que lui-même va calculer normalement exactement de la même façon. Donc s'il n'y a pas d'erreur dans la transmission, les deux résultats doivent être identiques. Alors comment s'effectue ce calcul? Eh bien déjà, on part de l'élément de trame qui commence par un 1, c'est-à-dire on supprime tous les zéros qui peuvent éventuellement se trouver avant. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve ici dans la trame. Et on va effectuer une comparaison avec ce qu'on appelle un polynôme générateur. Donc c'est celui-ci. Donc c'est un polynôme sur 16 bits. Ça va de 0 jusqu'à 15. Donc tous les bits ne sont pas concernés, il n'y a que le bit 0, les bits 3, 4, 7, etc. Donc le principe repose un peu sur celui d'une division. Le dividende, bien, ça va être ce que l'on récupère de la trame à partir d'ici. Le diviseur, ça va être le polynôme générateur. Et le reste, c'est ce que l'on va utiliser en tant que CRC. Le quotient n'est pas calculé, n'est pas utilisé. Alors,
la première des questions, c'était de retrouver l'opération logique qui est réalisée lorsqu'on fait cette comparaison entre la séquence ici qui fait 16 bits et celle constituée par le polynôme générateur. Alors en fait, on les associe, vous voyez, l'un au-dessus de l'autre, et on effectue une opération logique qui permet de générer ce qu'on a juste en dessous. Donc 1 et 1, ça va donner 0, 0 et 0, ça va donner 0, 1 et 0, ça donne 1, et 0 et 1, ça donne 1 aussi. Donc là, on a passé en revue les 4 cas possibles. Donc si on se penche un petit peu sur l'étape de vérité des composants de base, on tombe sur un OU exclusif. Donc en fait, on fait bit à bit un OU exclusif entre un segment de la trame à envoyer et le polynôme générateur. Donc si on veut aller un petit peu plus loin sur ce qui est réalisé, on voit que le CRC, donc Cyclic Redundancy Check schématique, donc schématique je l'ai rajouté pour qu'on voit un peu les structures matérielles qui peuvent réaliser ce travail. Donc on voit que c'est réalisé autour de bascules D, voilà par exemple, des bascules D avec des portes logiques OU exclusifs. Et donc à chaque fois qu'il y a un OU exclusif, en fait, c'est l'équivalent d'un des éléments sélectionnés dans le champ polynomial, dans le polynôme. Ensuite, donc on a fait une analogie avec la structure, une structure éventuelle qui pourrait réaliser le CRC. Si maintenant on imagine une structure logicielle, dans ce cas-là, on peut se pencher sur les opérateurs logiques existants, en langage C par exemple, et donc on va retrouver la possibilité de faire un OU exclusif avec ce symbole-là, et on va avoir la possibilité de faire des décalages de bits également avec ces symboles-là. Donc il est possible de réaliser le CRC soit de façon matérielle en associant des bascules pour en faire des registres à décalage en fait, et associés à des portes OU exclusifs, ou bien d'un point de vue purement logiciel en associant des OU exclusifs avec des fonctions de décalage à droite ou à gauche. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, si on prend un tout autre exemple, par exemple un capteur de pollution, de voir que ce type de capteur, lorsqu'il communique, alors là c'est sur de l'I2C, hein, c'est un capteur I2C, on va le retrouver ici, là, que ce capteur possède aussi, en l'occurrence, un CRC qui permet d'augmenter la fiabilité de la communication. Donc le polynôme, en l'occurrence, il est ici. Donc on voit qu'il y a beaucoup moins de bits que dans notre cas pour le Buscan. Alors il faut savoir que si on prend un polynôme plus ou moins grand, on va avoir une robustesse, hein, c'est le terme utilisé, une robustesse du bus plus ou moins grande, et puis un calcul du CRC qui va être plus ou moins rapide aussi. Donc on a pu voir lors d'exemples précédents, si on prend la transmission de type UART, que si grâce à la technique du bit de parité, hein, si un bit est erroné, eh bien éventuellement la technique fait qu'on va s'en rendre compte. Par contre, si 2 bits sont erronés, c'est-à-dire qu'il y a 2 bits qui changent d'état, ils passent de 0 à 1 ou de 1 à 0, mais 2 simultanément, dans ce cas-là, eh bien on risque de ne pas détecter avec le bit de parité une erreur transmise. Bon, dans le cas du Buscan, par exemple, on peut avoir jusqu'à 6 bits qui changent de valeur, et cette technique permet d'avoir un taux d'erreur extrêmement faible, même si 6 bits transmis sont erronés. Évidemment, dans ce cas-là, on va s'en rendre compte et demander à réenvoyer la trame. Alors si on continue donc d'analyser la méthode, donc ici on était resté sur ce calcul-là, eh bien tous les bits qui sont à 0, on va les laisser.
On va rajouter, alors comme on en élimine 5, on va rajouter 5, on va faire descendre 5 de ce qui vient juste au-dessus. Et on va représenter juste en dessous à nouveau le polynôme qui se trouve ici. Et refaire le ou exclusif bit à bit, et ainsi de suite. Donc là, ça permet de supprimer un 0, on en refait descendre un, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, et on arrive ici au reste. Alors, il y a juste une petite erreur de calcul ici, on voit facilement, puisque 1 ou exclusif 0, ça ne donne pas 0, ça donne 1. Donc, le document, hein, le livre, indique qu'ensuite, il faut garder les 15 bits qui se trouvent là, et rajouter le bit qui succède au CRC. Donc les 15 bits sont ici. Le bit qui succède au CRC, c'est le délimiteur CRC. Et donc, on l'inclut pour retrouver la valeur 5ABF, qui est celle donnée. Donc on la retrouve, 5ABF, on la retrouve ici. Donc c'est cette valeur qui est donnée comme résultat du CRC dans le livre. Donc c'est celle que l'on retrouve également. Vous voyez que l'erreur qui avait eu lieu ici, elle a été corrigée là. Hein. Donc c'est celle qu'on retrouve également si on rajoute ce bit ici. Alors, à titre de TP, ce que l'on peut faire, c'est associer des shields, par exemple, des shields Buscan, hein, dédiés au Buscan, sur des cartes Arduino, assembler les deux, avec un câble bien plus long que ça. Hein. Bon, là, les shields ne sont pas de la même couleur, hein, mais sur le principe, c'est ça. On empile les cartes et on peut les éloigner hein, de plusieurs mètres, puisque le Buscan, il est fait pour être transmis, pour être véhiculé sur plusieurs mètres ou dizaines de mètres. Hein. Et donc on utilise un analyseur logique, en l'occurrence celui-ci, pour récupérer la trame. Donc c'est ce qui a été fait dans cet exemple où j'ai fait en sorte de reconstituer donc l'identificateur de 3. On va retrouver la donnée de 5B et le calcul du CRC. Et donc là en l'occurrence, le CRC, on trouve 2D5F. 2D5F, ce n'est pas ce qui était donné dans le livre. Par contre, 2D5F, c'est la valeur que l'on obtient si on s'arrête strictement au niveau du reste qui a été calculé ici. Donc si on prend l'analyseur, l'interpréteur, hein, l'interpréteur utilisé par l'analyseur logique, c'est là. Dans ce cas-là, on obtient une donnée qui n'est pas rigoureusement la même. Alors ce qu'on peut remarquer au passage, c'est que vous avez des petites croix rouges ici. Et ces croix rouges, elles correspondent au bit stuffing. C'est-à-dire qu'elles succèdent, elles sont à la suite de 5 bits qui ont le même niveau logique. Alors si on peut se poser quelques questions, en particulier, vous voyez qu'ici l'identificateur vaut 3, et qu'en réalité, les 2 bits que j'ai à 1, enfin les 2 bits en l'occurrence, ils ne sont pas à 1, ils sont à 0. Alors que 3, ça devrait être 2 bits à 1 et tout le reste à 0. Bon, c'est en fait parce que le signal a été pris sur la paire torse AD. Vous avez CANH et CAN low, donc il n'a pas été pris sur celle qui génère le niveau logique qui est cohérent avec la donnée qui est transmise. Mais bon, la trame peut tout de même être interprétée. Hein. Donc, il y a un petit changement, un petit défaut, une petite différence entre ce que nous donne l'identificateur, enfin ce que nous donne le CRC avec l'interpréteur de trame, et puis ce que nous donne le livre. Alors pour trancher, ce que l'on peut faire, par exemple, c'est d'aller jeter un œil sur Wikipédia, la version anglo-saxonne, par exemple. Et regardez quelle est la définition qu'il donne pour le CRC délimiteur. On voit qu'il y a deux définitions, CRC, CRC délimiteur, et on voit que les chronogrammes ici, on va retrouver 15 bits pour le CRC, et CRC field, c'est-à-dire le champ CRC, en fait il inclut le CRC délimiteur. Donc on peut penser que le calcul effectué dans le livre
est correct, et que l'analyseur logique, lui, ne s'en tient aux 15 bits de poids faible du reste obtenu par le calcul avec les décalages. Donc ce qui pourrait être fait pour trancher éventuellement entre les deux méthodes, ce serait d'utiliser d'autres analyseurs logiques, comme les deux qui sont présentés ici, de façon à voir également ce que eux nous fournissent comme résultat. Alors au travers de ces exercices, on a vu pas mal de choses. Certaines collent à ce que l'on peut retrouver dans des sujets d'examen de type BTS. D'autres un petit peu moins, mais ça permet quand même de se familiariser puis d'être un petit peu plus à l'aise dans les compréhensions du bus. Donc pour avoir plus d'exemples concrets de ce qui peut tomber dans un examen écrit, eh bien nous allons voir dans la foulée un exercice extrait du BTS SE 2010. Alors ce BTS portait sur un système de freinage pour une voiture de type C6. Donc on a partie présentation sur ce document. Ensuite, il y a le questionnaire exclusivement restreint au BusCan, document réponse avec une trame ici par exemple, et puis des documents de présentation du bus qu'il faudra également utiliser. Donc ce sujet est en téléchargement sur le descriptif de la vidéo.